Bonjour à toutes, bonjour à tous, rebonjour pour ceux qui étaient là cet après-midi. Ça me fait plaisir d'introduire donc la deuxième conférence de ce cycle pour cette année, Agir pour l'éducation, donc qui est une série de conférences sur l'approche expérimentale pour améliorer l'éducation, qui fait partie, donc, qui est une des initiatives d'Agir pour l'éducation, un groupe de professeurs du Collège de France qui essaye d'agir pour améliorer l'éducation, que ce soit par des actions directement dans les lycées, des programmes de recherche spécifiques à l'apprentissage et un cycle de conférences thématiques chaque année. Ce cycle sur l'approche expérimentale est co-organisé avec le laboratoire ID, qui se trouve à l'École d'économie de Paris, ou Paris School of Economics. Et aujourd'hui, justement, pour nous parler d'orientation, nous avons la chance d'avoir Marc Gurgan, qui est directeur du département d'économie de l'École normale supérieure, et qui est aussi le coordinateur scientifique du groupe ID. Alors, qu'est-ce que c'est qu'ID ? On va peut-être en parler un petit peu, mais je vais en profiter pour en dire 2 mots. Donc, c'est une initiative pour favoriser la recherche en éducation et en particulier, mais pas exclusivement, la recherche expérimentale. Donc ça, à la fois, c'est un travail collaboratif entre de nombreux acteurs, y compris JPAL, Paris School of Economics, l'Université de Grenoble, l'ADEP, différentes académies, pour mettre ensemble, pour permettre à travailler ensemble des enseignants, que ce soit dans le primaire ou dans le secondaire, enfin à tous les niveaux du système, des chercheurs, l'ADEP, donc la direction des études et de la, je sais pas les P exactement, prévision et prospective, qui a des données sur l'éducation. Donc on a commencé par travailler avec eux pour cataloguer les données qu'ils ont, donner accès aux chercheurs à ces données, et pour aider à mettre en relation en fait des porteurs de projets avec des chercheurs qui peuvent travailler avec ces porteurs de projets en collaboration pour évaluer les projets en question. Donc, dans le réseau ID, il y a tout le monde, tous les acteurs de système, des enseignants aux professeurs. Donc, un certain nombre des conférences qui auront lieu cette année s'appuient sur les travaux d'ID. Et donc, Marc va peut-être commencer par une petite présentation de l'initiative en général, avant de nous parler d'un sujet qui est, d'après mes lectures du Monde, au cœur des préoccupations d'au moins les lecteurs du Monde, qui est la question de l'orientation, et en particulier de l'orientation dans le supérieur, qui est évidemment pas la seule question d'orientation qui se pose, mais qui est une question critique pour beaucoup d'enfants et de leurs parents. Donc, Marc. Merci Esther. Merci beaucoup, bonjour, merci Esther pour cette introduction très gentille. Alors, je vais, si j'arrive à faire marcher ça, évidemment, voilà. Je vais vous parler de la question de l'orientation, comme l'a annoncé Esther à l'instant. Elle a dit beaucoup de choses sur IDE, donc innovation, données, expérimentation en éducation. C'est un programme qui est financé par l'Agence nationale pour la recherche. Et notre objectif, c'est de faire qu'il y ait plus d'expérimentation, de politique éducative en France, et puis de travailler avec le ministère de l'Éducation nationale pour qu'il y ait plus de données qui soient plus facilement accessibles à plus de chercheurs en France, éventuellement à l'étranger d'ailleurs aussi. Et tout ça dans le but qu'on comprenne mieux notre système et qu'on comprenne mieux les politiques qui permettraient d'améliorer notre système et qu'on connaisse leur efficacité et leurs coûts, leurs bénéfices, et de manière à ce que le politique puisse choisir de façon informée ces politiques. Donc on travaille beaucoup avec des chercheurs, on travaille avec l'Éducation nationale, on travaille avec les enseignants que l'on forme aux approches qui sont derrière ce projet.
qui sont les approches expérimentales, et dont, à l'occasion d'une discussion sur l'orientation, je vais illustrer un certain nombre de réalisations. Je ne vais pas parler que d'expérimentation ici, je vais aussi vous présenter des données assez descriptives, mais on va croiser au cours de cette heure un certain nombre d'expérimentations. Alors on commence par les données descriptives pour mettre en scène ce sujet de l'expérimentation. Alors le graphique que je vous présente, de l'orientation, le graphique que je vous présente ici, c'est un graphique très spectaculaire. Je vous le décris. En abscisse, vous avez réparti les ménages français et américains en fonction de leurs revenus. Les plus pauvres sont en bas, les plus riches sont en haut. Et puis, on a des données sur les revenus des enfants de ces ménages. C'est ce que vous avez en ordonnée. En bas, vous avez les enfants les plus pauvres. En haut, vous avez les enfants les plus riches, donc ça va jusqu'au 70e percentile. Ce que vous voyez sur ce graphique, c'est une corrélation très spectaculaire, extrêmement forte, entre la richesse des parents et la richesse des enfants. La droite est parfaitement croissante et elle a une pente extrêmement élevée. Ça, c'est la première chose qui est frappante. La deuxième chose qui est frappante et qui a surpris beaucoup de monde quand ces données ont été produites, c'est qu'on avait depuis un certain temps ce constat pour les États-Unis. Et on se disait, waouh, aux États-Unis, la mobilité sociale, c'est pas terrible. Et puis ces données sont sorties pour la France, et comme vous le voyez, c'est presque exactement pareil. C'est-à-dire que notre mobilité sociale mesurée en revenu, rendre revenu en France est à peu près aussi catastrophique qu'aux États-Unis. Alors ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est évidemment quel rôle joue l'éducation dans cette absence de mobilité sociale, ou cette faible mobilité sociale. On se dit intuitivement qu'elle doit jouer un certain rôle parce que, on le sait, les niveaux d'éducation qu'atteignent les enfants des familles aisées ne sont pas les mêmes que ceux qu'atteignent les enfants des familles défavorisées. Et les revenus qu'on a au cours de sa vie quand on a fait beaucoup d'études sont plus élevés que ceux qu'on a quand on a fait peu d'études. Donc sans doute, l'éducation est un médiateur de la relation que je vous ai montrée en premier, et c'est ce qu'on voit sur ce graphique. Sur ce graphique, on a toujours les parents en abscisse, répartis en fonction de leurs revenus, les plus pauvres à gauche, les plus riches à droite. Et en ordonnée, on a la proportion des enfants dans chacune de ces classes de revenus des parents, la proportion de leurs enfants qui ont fait des études supérieures. Et vous voyez là aussi, alors ici pour la France, pour les États-Unis, les données sont des données qui n'observent que les inscriptions dans le supérieur. Pour la France, on distingue les inscriptions et l'obtention du diplôme. On sait bien que tous les gens qui s'inscrivent dans un certain niveau d'enseignement supérieur n'obtiennent pas à la fin le diplôme. Donc il y a une distinction qui est faite, mais cette distinction est un petit peu de second ordre. Ce qui est frappant, c'est évidemment le gradient très fort, la pente très forte de la réussite scolaire en fonction du revenu des parents. Et à nouveau, le fait que cette pente, si on regarde les choses comparables, inscription, aux États-Unis et en France, cette pente est à peu près aussi forte. Alors elle est légèrement incurvée en France, mais c'est un petit peu un détail. Elle est à peu près aussi forte qu'aux États-Unis. Donc on a le constat extrêmement frappant et assez inquiétant d'une faible mobilité sociale, et d'une faible mobilité sociale qui semble avoir, au moins pour partie, quelque chose à voir avec l'éducation. Et je ne les ai pas montrés, je n'ai pas montré les graphiques de ce rapport, il y a un rapport de France, ça m'échappe, sur les déterminations sociales de la réussite scolaire, qui documente aussi de façon extrêmement complète. Il est sorti en septembre dernier, France Stratégie, pardon, il est sorti en septembre dernier, qui documente de façon extrêmement complète à tous les niveaux exactement ce type de phénomène. C'est quelque chose qui est extrêmement bien compris. Alors, une fois que j'ai dit ça, j'avais envie de partir d'une citation d'un illustre membre de cette maison, Pierre Bourdieu, qui a écrit en 1966 dans la Revue française de sociologie un texte tout à fait intéressant et finalement assez profond
qui dit beaucoup de choses sur ce dont on va parler. Je vais le dire dans un instant, la manière dont on envisage, nous, économistes, et aujourd'hui, cette question est assez différente dans bien des aspects de la manière dont Bourdieu l'envisageait, mais sur le fond, donc ce texte s'appelle « L'école conservatrice », et je lis avec vous, ce sont les premières phrases de ce texte, ou la première phrase d'ailleurs. C'est sans doute par un effet d'inertie culturelle que l'on peut continuer à tenir le système scolaire pour un facteur de mobilité sociale, selon l'idéologie de l'école libératrice, alors que tout a montré au contraire qu'il est un des facteurs les plus efficaces de conservation sociale, en ce qu'il fournit l'apparence d'une légitimation aux inégalités sociales, et qu'il donne sa sanction à l'héritage culturel, au don social traité comme don naturel. Alors, Bourdieu, dans ce texte, fait une distinction qui est importante pour nous. Il dit qu'il y a deux choses. Il y a la transmission, ce qu'il appelle la transmission du capital culturel. Je résume en termes simples. Le niveau scolaire qu'atteignent les enfants est déterminé par leur origine sociale. Donc ça, c'est un premier mécanisme, celui du niveau scolaire que les jeunes ou les enfants atteignent. Et puis, dans la section suivante qui s'appelle « Le choix du destin », l'idée qu'à niveau scolaire donné, maintenant l'effet du niveau scolaire, ils se sont passés des choses, maintenant étant donné ce qui s'est passé en termes de construction du niveau scolaire, les classes populaires font des choix moins ambitieux. Et son interprétation, c'est qu'elles font des choix moins ambitieux parce qu'elles n'observent pas autour d'elles des réussites scolaires ou autant de réussites scolaires ou des réussites scolaires dans les mêmes branches de l'enseignement que les classes favorisées. Et son expression, c'est « elles prennent la réalité pour leur désir ». C'est-à-dire voyant ce qui est possible ce qu'il advient autour d'elles, elles pensent que c'est ce qui est possible pour elles et elles se mettent à désirer ce destin alors que d'autres destins sont sans doute possibles. Et là, on est au cœur de la question de l'orientation. Et c'est important ici de bien faire cette distinction. Il y a la question du niveau scolaire. Et puis, étant donné le niveau scolaire, vient la question de l'orientation. Quels choix font les gens et est-ce que les gens, en fonction de leur origine sociale ou leur genre aussi, c'est une dimension qu'on va regarder par moment, font en fait des choix différents et des choix qui, à la fin, vont être défavorables aux catégories les plus défavorisées. Alors aujourd'hui, on n'envisage pas l'analyse économique moderne que je vais vous présenter, s'éloigne un peu de cette tradition bourdieusienne qui est très structurelle, où les agents sont un peu surdéterminés. On voit plus les agents comme des acteurs stratégiques qui agissent, qui ont des objectifs et des plans, mais qui sont confrontés à tout un tas de contraintes, et notamment d'information, vous allez voir, pas exclusivement, mais notamment d'information. Ça, c'est une distinction. Et puis l'autre distinction qui est importante, c'est qu'au-delà des débats d'école, de méthodologie, ce qui caractérise l'approche expérimentale, c'est qu'on se pose aussi empiriquement la question de l'action. C'est-à-dire, on se pose aussi la question de savoir si les contraintes que l'on identifie, qui sont à l'origine de ces phénomènes sociaux qui sont décrits par Bourdieu, sont des contraintes qui peuvent être corrigées, qui peuvent être réduites, et peut-être pas radicalement, peut-être pas en réalisant une révolution totale, mais comme dit souvent Esther, il faut commencer quelque part, et donc l'approche expérimentale, c'est aussi une approche qui permet d'envisager de commencer quelque part. Alors, si on fait un pas en arrière maintenant et qu'on se dit, alors, c'est quoi une décision d'orientation ? Une décision d'orientation, c'est un problème très compliqué. C'est un problème très compliqué et dans lequel vont se combiner tout un ensemble de facteurs, et j'ai essayé ici de les résumer. Alors, supposez un élève I qui se demande s'il va ou pas choisir une orientation J, quelles sont les différentes dimensions qu'il va considérer. Mais d'abord, évidemment, son niveau scolaire, on l'a dit tout à l'heure, et je vais y revenir, son niveau scolaire de cet enfant I. Mais aussi la probabilité que cet enfant réussisse dans la filière J, que cet enfant I réussisse dans la filière J. S'il est certain qu'il ne réussira pas, il n'a sans doute pas intérêt à y aller. S'il a de fortes chances de réussir, eh bien pourquoi pas ? C'est quelque chose qui s'envisage. Les débouchés de cette formation, les salaires attendus de cette formation. Est-ce que si je fais ça, je vais trouver un travail facilement ? Est-ce que si je fais ça, je vais avoir un bon salaire ? Donc le salaire, les débouchés associés à cette formation J, qui éventuellement peuvent être d'ailleurs propres à I, une autre personne n'aura peut-être pas avec la formation J le même salaire et les mêmes débouchés. Évidemment, le goût pour les études J, le goût de I pour les études J,
Et puis, pour leur déboucher, si je fais ces études, je fais faire ce métier. Est-ce que c'est un métier que j'ai envie de faire ou pas? Donc, cette question du goût, elle est évidemment dans le paysage. Et puis, le coût des études. Le coût des études J pour rapporter aux moyens de I ou de la famille de I. Et donc, vous voyez qu'il y a tout un tas d'éléments, d'ingrédients qui vont compter, en principe, qui peuvent compter dans la décision d'orientation de façon linéaire ou très articulée, à la limite ici, peu importe, on ne va pas chercher à écrire le modèle de cette décision, on va plutôt penser à ces différents ingrédients et surtout à l'idée que pour chacune de ces dimensions, probablement l'appréciation qu'en font les gens peut être imparfaite. Et non seulement elle peut être imparfaite, mais ce qui nous intéresse surtout ici, c'est qu'elle peut différer selon le genre ou l'origine sociale. Et ce qu'on va faire à partir de maintenant, ça va être prendre ces 1, 2, 3, 4, 5 éléments du choix d'orientation et se demander qu'est-ce qu'on sait empiriquement, qu'est-ce qu'on peut dire, et éventuellement qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger ce qu'on va observer, qui nous fait anticiper que les différents individus, notamment en fonction de leur origine sociale ou de leur genre, ne vont pas en vérité faire face aux mêmes conditions quand ils vont devoir opérer, analyser ou mettre en œuvre chacun des 5 éléments qui sont ici. Alors commençons par le niveau scolaire. Niveau scolaire, alors évidemment le niveau scolaire, vous savez, ça compte dans l'orientation. Alors on pourrait avoir une discussion de pourquoi ça compte dans l'orientation. Ça compte dans l'orientation principalement parce que les formations sélectionnent les élèves, et puis parce que les formations certifient les élèves et qu'il y a un risque d'échec. Donc n'importe quel élève n'est pas capable de suivre avec succès n'importe quelle formation. On pourrait discuter sur un plan normatif si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose et si le système éducatif ne pourrait pas être organisé autrement et être indifférent à ce problème, à ces rôles de certification et de signalement. Il y a des discussions, il y a de la littérature, on pourrait revenir là-dessus, mais ce n'est pas le sujet. Donc prenons comme un fait que le niveau scolaire est un paramètre qui compte. Alors, à partir de là, on le sait, le niveau scolaire et les résultats scolaires sont corrélés à l'origine sociale. Donc là, la politique, c'est aider les élèves à progresser, avoir des dispositifs de remédiation, de l'éducation, de la discrimination positive, de l'éducation prioritaire, etc. C'est comme ça qu'on peut agir. Ce n'est pas le sujet ici. Donc on ne va pas en parler non plus. Mais je vais quand même dire un mot sur le niveau. Parce que d'abord, quand je dis niveau, et j'ai sciemment utilisé le terme de niveau, qui est un terme assez vague et peu précis, en vérité, le niveau, il peut avoir beaucoup de dimensions. Toutes les discussions autour de Parcoursup et des critères de sélection des universités pour accepter ou pas des élèves dans Parcoursup tournent autour de quelles sont les dimensions qui sont pertinentes, comment on les observe et comment on les mesure. Donc c'est quand même un objet dont on parle un peu abstraitement, c'est un objet qui est assez difficile à objectiver. Et parce qu'il est difficile à objectiver, on va voir même dans des cas très simples où les mesures du niveau que je vais vous proposer sont vraiment toutes bêtes, qu'il y a déjà des disparités sociales et de genre dans l'appréciation des niveaux scolaires des enfants. Donc évidemment le niveau ça compte, mais il doit être apprécié et déjà à ce moment-là on peut trouver des inégalités. Alors je prends un premier exemple, je vais vous donner 3 exemples. 3 exemples qui vont d'ailleurs vous montrer qu'il n'y a pas toujours des inégalités. Ce sera le cas du 3e exemple. Le premier exemple est tiré d'un article sur l'Italie. Et ce qu'observe cet article, c'est que les enseignants au collège donnent de moins bonnes notes aux enfants d'origine immigrée, donc dans ces données, ça veut dire des enfants qui n'ont pas la nationalité italienne, par rapport à des résultats mesurés par des tests anonymes. Donc ce que vous avez en abscisse, ce sont des résultats mesurés par des tests anonymes qui sont corrigés par des gens qui ne savent pas à qui ils ont affaire, à quel élève ils ont affaire. Donc assez neutre par rapport à l'origine sociale des jeunes. Et ce que vous avez en ordonnée, ce sont les notes données par les enseignants dans, si vous voulez, le contrôle continu, à l'occasion duquel les enseignants notent les élèves. Alors, heureusement, il y a une corrélation positive, c'est-à-dire que les enseignants notent mieux les élèves qui, objectivement, entre guillemets, au sens de ce test neutre, sont meilleurs, réussissent mieux à ces tests. Donc la relation est positive, elle est positive pour les enfants italiens comme pour les enfants immigrés, mais ce qu'on voit, c'est que de façon systématique, pour un résultat scolaire identique mesuré par le test à l'aveugle, les enseignants notent plus défavorablement les immigrants. Il y a une forme de biais de la part des enseignants vis-à-vis des immigrants. Ça illustre
que cette notion de niveau scolaire et l'appréciation qui en est faite par une autorité qui est susceptible de décider si les enfants ont le niveau ou pas, n'est en fait pas quelque chose de si simple et de parfaitement objectif. Alors ce qui était très intéressant dans ce papier, c'est qu'ils ne s'arrêtent pas là, ils font ce constat, c'est ce qui motive l'article scientifique, mais ensuite ils vont tester une intervention dans laquelle ils font prendre conscience aux enseignants de leur biais vis-à-vis des enfants d'immigrés. Et puis ensuite, ils refont une opération dans laquelle ils essayent de mesurer ce type de discrimination, et elle disparaît. C'est-à-dire qu'en fait, il suffit de faire prendre conscience aux enseignants de ce biais, dont ils n'ont sans doute pas conscience, pour que ce biais disparaisse. Donc il n'y a pas de fatalité absolue, mais il y a quand même un fait social qui est important et intéressant. Je vous montre un autre exemple sur les filles et les mathématiques. C'est tiré d'un article de Camille Terrier. Alors, mon graphique est un tout petit peu peut-être compliqué. Ce que vous avez à gauche, blind score, c'est la distribution des résultats de filles et de garçons à un test, à nouveau, à l'aveugle. Un test dans lequel le correcteur ne savait pas s'il avait affaire à une fille ou à un garçon. Ce que vous voyez, c'est la courbe de distribution des filles, et un petit peu plus bas que la courbe de distribution des garçons. Elle est un petit peu plus à gauche. Ça veut dire qu'en moyenne, les filles sont un peu moins bonnes, réussissent un peu moins bien à ce test en mathématiques que les garçons, la courbe en pointillé, qui est légèrement plus à droite. Et ça, ce sont les notes données par les enseignants au même groupe d'élèves, selon que ce sont des filles ou des garçons. Et vous voyez que le rapport entre les deux courbes s'est inversé. Maintenant, c'est la courbe pleine qui est à droite et c'est la courbe en pointillé qui est à gauche. Autrement dit, bien que les filles, objectivement, on est en 6e en France, objectivement, soient un petit peu moins bonnes en maths que les garçons en 6e, les profs les surnotent un petit peu et leur donnent de meilleures notes. Donc l'appréciation que font les enseignants des résultats en mathématiques des filles est un petit peu différente de celle qu'on peut mesurer de façon objective. Alors ce n'est pas propre à la France, je vous ai montré ce graphique, il y a beaucoup de littérature qui illustre ça. Dans cette littérature, il y a aussi des débats sur le poids des comportements. C'est-à-dire que les filles sont aussi plus disciplinées que les garçons, et peut-être qu'une partie des notes que les enseignants donnent reflète, explicitement ou pas, des aspects de comportement qui pourraient justifier que les filles sont mieux notées. Et il y a des débats là-dessus, parce que dans ce papier, ce n'est pas ce qu'elles trouvent. Elles ne trouvent pas que c'est déterminé par des comportements. Dans d'autres articles, notamment aux États-Unis, on discute ce sujet. Mais à nouveau, ce que je veux illustrer, c'est les marges d'appréciation. Dernier exemple, dans lequel alors, les marges d'appréciation sont quand même plus ténues, même si on va les retrouver un petit peu. Donc j'utilise des graphiques qui ont été produits par ma thésarde Vivienne Liu à PSE, qui exploitent ce qu'on appelle les fiches navettes. Les fiches navettes, c'est les fiches en fin de troisième, sur lesquelles les familles et le conseil de classe échangent sur les vœux. Les familles disent voilà, je voudrais que mon enfant aille en seconde générale et technologique, ou en seconde pro, ou en CAP, et puis le conseil de classe réagit à ces demandes. Donc on récupère l'ensemble des fiches navettes, là c'est exhaustif pour tous les enfants de troisième en France, et on analyse ce que les uns demandent, ce que le conseil de classe répond, et ce qui se passe à la fin. Alors je commence par ce qui se passe à la fin. Ici, en abscisse, vous avez les résultats au DNB. Donc les gens sont classés par leurs résultats au diplôme du brevet. Donc ici, vous avez les élèves les plus faibles, ici, vous avez les élèves les plus forts. Et puis, en ordonnée, vous avez la proportion qui entre en seconde générale et technologique, que l'on va retrouver inscrit en seconde générale et technologique. D'accord ? Et puis, les différentes couleurs de courbes correspondent aux catégories les plus favorisées, la courbe la plus foncée, et aux moins favorisées, la courbe la plus claire. Alors, comment on lit ce graphique ? Ce qu'on lit d'abord, c'est que les courbes sont croissantes. Autrement dit, plus vous êtes un bon élève, au sens de vos notes au brevet, plus vous avez de chances d'aller en seconde générale et technologique. La proportion est presque de 100% quand on est vraiment tout en haut de la distribution, et c'est vrai un peu pour toutes les catégories sociales. Mais ce que vous voyez aussi, prenez un élève qui est un peu au milieu par là, qui a 20 sur 50 au DNB, ou un autre qui a, je ne sais pas, ici, 25 sur 50 au DNB. Vous voyez que la proportion, prenons 20 sur 50, la proportion d'élèves qui va en seconde générale et technologique est plus élevée lorsqu'il est issu des milieux favorisés que lorsqu'il est issu d'un milieu plus défavorisé. D'accord ? Alors, les fiches navettes, elles nous apprennent ce que les parents ont demandé. Qu'est-ce que les parents ont demandé ? Eh bien, les demandes des parents, les vœux des familles qui sont produits dans les fiches navettes, ils vont dans ce sens. Ça, c'est le modèle de Bourdieu. Ils se contraignent eux-mêmes. Ils s'auto-censurent eux-mêmes. Vous voyez,
alors, la courbe est plus haute parce que les familles demandent davantage la seconde générale et technologique par rapport à ce qui va se passer. Hein. Toutes les courbes sont plus hautes que précédemment. Elles sont toujours croissantes. Plus les élèves sont bons scolairement, plus les familles demandent la seconde générale et technologique. Mais vous avez ce gradient très fort entre les plus favorisés qui demandent plus souvent la seconde générale et technologique à niveau scolaire donné, rappelez-vous, on raisonne à niveau scolaire donné ici, que les familles les plus défavorisées. La dernière courbe, c'est la plus intéressante. C'est que dit le conseil de classe conditionnellement à la demande. Donc là, on va prendre les familles qui ont demandé général et technologique, et on va se dire quelle est la proportion des familles qui ont demandé général et technologique à qui le conseil de classe dit oui. Alors, c'est à nouveau croissant. Plus l'élève est fort, plus le conseil de classe va dire oui. Et le gradient social, le biais social des enseignants, il est un peu ambigu. Si vous regardez le bas de la distribution, alors c'est très bruité parce qu'en fait, il n'y a pas énormément de monde en bas. On l'a vu précédemment. Il y a assez peu de parents, quand les enfants sont très très faibles, qui demandent le lycée général technologique. Donc il y a beaucoup de bruit. On a un petit peu l'impression que le conseil de classe soutient un peu les élèves d'origine défavorisée en leur accordant plus facilement d'aller en GT alors qu'ils sont très faibles. Bon, on a beaucoup d'incertitudes, vous voyez, ça se promène un peu dans tous les sens. Par contre, ici, mais ce n'est pas très sensible, dans le milieu de la distribution, il y a une petite tendance un peu favorable aux plus favorisés. C'est-à-dire, si vous avez demandé deux élèves dont la famille a demandé GT, qui vont avoir les mêmes notes au brevet, le conseil de classe va avoir tendance à accorder un tout petit peu plus souvent de passer en GT s'il s'agit d'une famille très favorisée qu'une famille plus défavorisée. Mais vous voyez, la distance est relativement mince, ce n'est pas un biais très très spectaculaire, mais il y a un petit quelque chose qui se passe également dans cette dimension. Alors, voilà la question du niveau et de la difficulté à l'apprécier de façon très objective et le biais social qu'il y a manifestement dans cette appréciation. Maintenant, l'élève, il doit apprécier lui-même ses propres chances. Alors, il y a deux choses, il y a deux erreurs qui peuvent être faites. D'abord, l'appréciation de son propre niveau et puis l'appréciation du niveau requis dans la formation. Est-ce que, en fait, la formation que je demande est trop dure ou trop facile, en un sens, pour moi ? On va trouver des biais de genre. Donc ici, vous avez la probabilité de succès estimée pour soi dans les enseignements de spécialité au lycée par les filles et les garçons. Donc vous avez certainement les garçons en gris, c'est pas dans la légende, mais certainement les garçons en gris et les filles en orange. Pourquoi je le sais ? Parce que les filles pensent beaucoup plus souvent qu'elles vont réussir en art, en humanité et philosophie, en littérature, et les garçons pensent beaucoup plus souvent que les filles qui vont réussir, alors la légende a disparu, NSI c'est informatique, ou en sciences de l'ingénieur, en maths, en physique. Ça, c'est la représentation que les filles et les garçons se font de leurs chances de réussite. Il y a un article très, très marquant, un petit peu ancien maintenant, de Oxby et Avery, en 2013, sur données américaines. Ils regardent des élèves de lycée, ils ne prennent que les tout meilleurs élèves, les 4% meilleurs élèves des lycées aux États-Unis. Et puis, ils distinguent, ils ont des données sur les revenus des parents, et donc on va regarder les familles qui sont dans le quartile, le quart le plus riche, et celles qui sont dans le quart le plus pauvre, parmi celles dont les enfants sont dans les 4% les plus performants scolairement. Et puis, on va regarder les universités que ces enfants demandent dans leur dossier, dans leur Parcoursup, si vous voulez, hein, à l'issue du lycée. Ces universités, on va les classer selon qu'elles sont plus ou moins sélectives. Et on va définir cette sélectivité relativement au niveau de l'élève. Donc, ils vont dire une université sélective, c'est une université dans laquelle la plupart des élèves sont meilleurs que moi. Et une université peu sélective, c'est une université dans laquelle la plupart des élèves sont moins bons que moi. D'accord ? Et puis, il y a des élèves qui ne sélectionnent pas du tout. Celles-là, on va les mettre tout en bas de l'échelle, elles ne sont pas sélectives du tout. Alors, voici ce qu'ils observent. À droite, vous avez les élèves des familles les plus riches. À gauche, vous avez les élèves des familles les moins riches. Et vous avez la distribution. Donc, chaque barre, ici, correspond à la proportion d'élèves
qui ont demandé dans leurs vœux des universités d'un certain degré de sélectivité. Donc plus on est à droite, plus c'est une université sélective relativement au niveau de l'enfant. Plus on est à gauche, et notamment ici tout en bas c'est les non sélectives, plus on est dans une université relativement peu sélective par rapport au niveau de l'enfant. Et ce que vous voyez d'extrêmement frappant, c'est qu'on est dans les 4% les plus forts du pays. Eh bien, les familles riches, les enfants de familles riches, demandent beaucoup plus des formations sélectives et très peu les formations pas du tout sélectives. Tandis que les enfants de familles pauvres, qui ont le même niveau scolaire, les meilleurs, demandent énormément les universités peu sélectives et finalement relativement peu par rapport aux autres, les universités les plus sélectives. En France, il y a une enquête qui a été menée par Nina Guillon et Lise Huillery, ça a été publié assez récemment. Ils ont fait des enquêtes auprès d'élèves de classe de 3e en France, sur un échantillon assez vaste d'élèves de classe de 3e. On retrouve la même chose. Les élèves les moins favorisés sous-estiment leur niveau scolaire par rapport aux catégories les plus favorisées, à niveau identique mesuré par des tests. Elles leur font passer des tests pour mesurer objectivement, encore une fois, j'aime pas beaucoup ce terme, mais pour objecter de façon assez neutre et en tout cas très cohérente entre les différents enfants, un niveau scolaire. Donc on compare des enfants de même niveau scolaire et selon l'origine sociale des parents. On leur dit est-ce que toi t'es bon, est-ce que toi t'es pas bon. Les enfants d'origine sociale défavorisée, qui ont pourtant le même niveau scolaire que leurs copains d'à côté, se disent moins bons. Si on leur demande quelles sont les études qui leur semblent accessibles, au lycée, puis dans le supérieur, toujours à résultat au test donné, à résultat scolaire donné, elles jugent, les enfants d'origine défavorisée jugent moins accessibles les formations les plus ambitieuses. Et c'est même un peu plus que ça. Si on leur demande quelles sont les formations qui t'intéressent, que tu aimerais faire, oublie de savoir si elles seraient accessibles ou pas, si tu pourrais les faire ou pas. Fais abstraction de ça. Alors c'est peut-être un petit peu abstrait comme question, mais fais abstraction de ça. Dis-nous qu'est-ce que tu aimerais faire dans l'absolu. Eh bien, les enfants de familles défavorisées, à niveau scolaire comparable, donnent une liste de préférences qui est également moins ambitieuse. Alors ça, c'est le constat. Est-ce qu'on peut faire des choses ? Donc, il y a manifestement un biais dans la manière dont les différents genres ou les différentes catégories sociales apprécient leur capacité à réussir dans des destinations d'enseignement supérieur ou de lycée plus ou moins ambitieuses. Est-ce qu'on peut y faire quelque chose ? Alors très récemment, il y a des collègues qui se sont livrés à un exercice très très intéressant. C'est un papier qui n'est pas encore publié. Ils ont fait quelque chose de très, très joli et très spectaculaire. Ils ont fait une enquête en ligne auprès d'un échantillon d'environ 2000 élèves de terminale qui étaient en train de se demander ce qu'ils allaient mettre dans Parcoursup. Et ils ont toutes sortes d'informations. Ils apparissent ces données à la fin avec Parcoursup, vous allez voir. Donc on va savoir beaucoup de choses, énormément de choses sur ces élèves. Donc c'est une enquête extrêmement, extrêmement riche. Mais le constat de départ, c'est de voir que même idée, même chose que ce que je vous ai illustré dans les exemples précédents. Les filles, d'une part, et les élèves d'origine modeste, d'autre part, sous-estiment leur niveau scolaire relatif. Donc là, on leur demande où est-ce qu'elles se classent, où est-ce que vous vous classez dans la distribution des résultats scolaires. Est-ce que vous faites partie des 10% les meilleurs, des 10% les plus faibles? Est-ce que vous êtes l'élève du milieu? Il y a autant de gens plus forts que vous que de gens moins forts que vous. Est-ce que vous faites partie des 20%? On leur demande de se placer. D'accord? Et ici, dans ce graphique, on a organisé les données en fonction de la mention qu'ils vont obtenir au bac. Donc, admettons que les mentions très bien sont des élèves d'un meilleur niveau et sans doute classés plus haut dans la distribution que ceux qui n'ont aucune mention, qui sont en bas, qui sont à gauche, et puis vous avez les mentions assez bien et bien. Et puis, vous avez ici comment ils se classent relativement, comment ils se jugent. Et les garçons et les garçons en très plein, les filles en pointillé, vous voyez que les filles s'estiment toujours moins bonnes que les garçons dans la distribution. Moins bonnes que probablement la réalité. Et puis vous voyez ici, l'OSIS, ça veut dire catégorie sociale défavorisée, ils se jugent aussi, surtout parmi ceux qui sont bons, ils se jugent toujours moins bons
moins bien placés dans la distribution des performances scolaires que les enfants issus de classes plus favorisées. Et on peut voir dans les données aussi, je ne vous montre pas le graphique, mais on peut voir dans les données que ces élèves qui se sous-estiment sont aussi ceux qui font des vœux les moins ambitieux. C'est-à-dire ces élèves qui se sous-estiment, précisément, on n'est pas surpris, ils vont par exemple moins souvent demander des classes prépa, alors qu'ils ont eu mention très bien, ou qu'ils vont avoir mention très bien en l'espèce. Alors voilà, à nouveau, toujours le même constat, rien de finalement très nouveau ici. L'intervention, elle est très étonnante. L'intervention, donc, on va randomiser, donc c'est une expérience randomisée, on va tirer au sort la moitié de l'échantillon auprès de qui on va faire cette intervention. L'autre moitié, on ne va rien faire. Comme ça, à la fin, on va comparer l'échantillon qui a bénéficié de l'intervention et ceux qui n'en ont pas bénéficié pour mesurer si l'intervention a servi à quelque chose, si elle a produit un changement. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On leur avait demandé où ils se positionnent. Donc par exemple, ici, vous avez un enfant, un jeune qui s'est dit Your guest position, c'est ce qu'il a répondu. Il a dit, moi, je suis à peu près au 55e rang nationalement. Je pense que je suis là. D'accord ? Alors, comme il y a des données sur les réussites de ces élèves, l'intervention consiste à lui dire non, tu te trompes. Nous, on sait, et on peut te dire que ton rang, il est ici. Donc il y a ce petit schéma qui est présenté à l'élève. Tu pensais que tu étais là, en fait tu es là. Tu es au 83e rang. Donc vous avez une fille là qui se sous-estime. On lui dit non, tu as tort de te sous-estimer. Tu es ici. Donc c'est ça l'intervention. On a présenté ce graphique aux enfants et on a corrigé la perception qu'ils avaient d'eux-mêmes. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se passe quelque chose de très spectaculaire. C'est que cette intervention, dans le groupe de traitement, ceux à qui on a proposé simplement ce petit graphique, par rapport aux autres, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les demandes et les admissions aux formations les plus prestigieuses sont l'écart qu'il y avait entre les filles et les garçons est corrigé et réduit de 80%. Il a presque entièrement disparu. Donc quand vous dites aux filles, mais non, vous êtes meilleures que vous le croyez, elles vous croient, elles en tiennent compte, et elles demandent davantage, elles demandent, comme les garçons, des formations plus prestigieuses. Et il se passe la même chose pour les élèves d'origine modeste. Si vous dites aux élèves d'origine modeste, mais pourquoi tu me dis que tu es dans le 55, tu es dans le 83 ? Eh bien, ils vont, si vous leur dites ça, simplement en leur disant ça, vous allez corriger leur choix, ils vont comprendre qu'ils sont meilleurs qu'ils ne croyaient. Et donc corriger ces biais de perception, ça a des effets. Vous voyez, on réduit 70% l'écart entre les élèves d'origine modeste et les autres. On a des effets qui sont extrêmement spectaculaires dans cet article. Un autre exemple, un programme qui s'appelle EOP, Equality of Opportunity for Immigrant Students, de nos collègues italiens, à nouveau, en partie ceux qui ont fait le travail que je vous ai présenté sur les immigrés précédemment. C'est un autre article, mais c'est un groupe qui travaille sur cette question. Et vous avez toujours la même histoire. Ici, on regarde les enfants d'immigrés, les enfants de nationalité italienne, et on les prend à la fin du collège, l'équivalent de la troisième, et le système italien est un peu comme le nôtre. Il y a du lycée professionnel et puis il y a du lycée général et technologique. Le lycée général et technologique est généralement plus difficile à obtenir. On voit que chez les garçons, ce n'est pas vrai des filles, ici, mais chez les garçons, il y a une différence très forte. Donc ici, en abscisse, vous avez le score, à nouveau, objectif de ces enfants, d'accord ? Et en ordonnée, vous avez la probabilité qui s'oriente, qui demande En Italie, le conseil de classe n'a pas son mot à dire. Ce sont les enfants qui décident où ils s'orientent, d'accord ? Donc c'est vraiment le choix des enfants et l'orientation effective, c'est la même chose. Donc ici, vous avez la probabilité qui s'oriente en l'équivalent de la seconde générale et technologique. À nouveau, vous voyez que les courbes sont croissantes. Plus les enfants sont forts scolairement, plus ils vont aller vers la filière la plus élitiste. Mais à nouveau, vous voyez aussi que les enfants d'immigrés se sous-estiment. Ils sont à niveau scolaire donné, ils vont moins souvent demander cette orientation que les autres demandent, eux, très souvent. Et ils pourraient la demander, et ils pourraient même très certainement y réussir. Donc là aussi, il y a une intervention. C'est une intervention qui est plus lourde, plus conséquente que la précédente, où on vous montrait juste un petit graphique sur Internet. Donc c'est ce programme, Equality of Opportunity. Donc ils travaillent dans 145 collèges, ils ont tiré au sort 70 collèges dans lesquels ils mettent en œuvre l'intervention. Les autres collèges servent de groupe de contrôle. Et dans les collèges où ils interviennent, ils choisissent les 10
meilleurs élèves de l'établissement qui sont immigrés, qui ne sont pas de nationalité italienne. Et ils les font entrer dans un programme dont l'objectif est de leur faire réfléchir. Ce n'est pas de leur dire, à aucun moment on leur dit « vous devriez demander la seconde générale et technologique ». On les fait réfléchir à leurs objectifs, leurs aspirations, le rapport entre leurs aspirations et leur niveau d'aptitude. Donc c'est un programme qui est relativement lourd, hein. Il y a 12 sessions, il y a des sessions en groupe, il y a des sessions en individuel, il y a des sessions avec les parents, on revient vers les enseignants, c'est fait par des psychologues professionnels spécialistes de l'orientation qui ont été formés à ce programme, et donc dans le programme il y a tout un tas de choses, d'ateliers, d'exercices, de mise en situation, de réflexion sur soi-même. Donc c'est un programme qui est extrêmement protocolisé, c'est-à-dire il y a vraiment des séquences très très précises, tout le monde a fait la même chose. Donc, on envoie les jeunes immigrés dans ce programme et on compare les résultats des enfants du groupe test et du groupe témoin en termes de leur orientation vers la filière la plus ambitieuse. C'est le graphique que vous avez ici. Alors, à droite, vous avez les filles. Sur les filles, il ne se passe rien, mais on n'est pas très étonné parce que sur les filles, il n'y avait pas de différence en fait, entre les immigrés et les non-immigrés. Les filles qui réussissent bien scolairement immigrées, elles vont en seconde générale et technologique, comme les autres, il n'y a pas de différence. Mais sur les garçons, vous l'avez vu, il y a une différence très forte. Bien, ce que vous avez à gauche, là, en vert un peu plus foncé, ce sont les enfants, donc on parle des 10 meilleurs enfants de chaque établissement. C'est la proportion qui va en général et technologique. Donc c'est 67% chez les garçons immigrés. Dans le groupe où vous avez mis en œuvre le programme IOP, cette proportion passe à 76,5%. Donc c'est une augmentation de 10 points de pourcentage c'est vraiment très important et c'est extrêmement net. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, à droite, on a mis pour mémoire les enfants nés en Italie. Eh bien, ils rattrapent complètement le delta, hein, l'écart entre les deux catégories d'enfants se résorbe totalement sous l'effet de cette intervention. Hein, et on va mesurer d'autres choses, ils ont des aspirations plus élevées, donc ils sont plus nombreux, ça c'est ce qu'on voit sur le graphique à droite, à s'inscrire dans les lycées généraux, ils vont moins redoubler une classe, et aussi il y a un effet de motivation, ils obtiennent des notes plus élevées aux tests de lecture et de mathématiques plus tard. Donc à nouveau, sujet très important, celui de cette censure de certaines catégories face à l'orientation, et l'idée qu'il y a des programmes plus ou moins simples, plus ou moins coûteux, mais jamais des programmes qui impliquent de tout révolutionner, et qui sont capables de réduire très considérablement les écarts sociaux. Et donc c'est très important à la fois de faire le constat, mais de se dire qu'il y a des solutions et qu'on doit absolument penser à ces solutions. Troisième catégorie, vous vous rappelez, j'avais listé au début 5 catégories, on arrive à la troisième, je vais être un peu plus bref sur celle-là, de manière à terminer à l'heure. Connaître les formations, connaître le rendement des formations, savoir ce qu'il y a dans le paysage. Alors, il y a deux choses qu'on va observer. La première, c'est que les jeunes, en général, et surtout les jeunes de catégories défavorisées, ont tendance à sous-estimer l'intérêt. Souvent, pour les économistes, l'intérêt est d'abord mesuré par l'intérêt salarial, ça peut être aussi l'intérêt en termes d'accès rapide à l'emploi, de poursuivre les études. Et puis, l'autre aspect, il n'y a pas que poursuivre les études, mais il y a quelles études? Il y a l'hétérogénéité des études. La carte des études est très complexe et les jeunes la connaissent partiellement et ne mesurent pas forcément très bien quels sont les bénéfices à tirer de telle ou telle orientation. Donc il y a un article très célèbre de Robert Jensen, alors dans un environnement un petit peu évidemment différent du nôtre, un peu exotique pour le cas que je traite implicitement ici, mais qui est quand même assez intéressant. Il a travaillé en République dominicaine, il s'est mis à la fin de l'école primaire. Donc il a fait une enquête nationale, il a estimé les rendements de l'éducation. Les rendements de l'éducation, ça veut dire combien les gens gagnent quand ils travaillent, quand ils sont adultes et qu'ils travaillent, en fonction des niveaux scolaires qu'ils ont atteints. Et puis ensuite, il a été voir un peu plus de 2000 garçons à la fin du primaire, et il leur a demandé comment ils perçoivent ces rendements, l'intérêt financier, l'intérêt en termes de salaire de poursuivre des études. Alors, si vous comparez le fait de poursuivre des études dans le secondaire versus dans le primaire,
Dans l'enquête, ce qu'on observe sur le marché du travail de République dominicaine, c'est que l'avantage est de 1300 pesos. Donc, si vous, en moyenne, les salariés qui ont fait des études secondaires gagnent 1300 pesos de plus que ceux qui ont fait des études primaires. Donc, il y a un intérêt financier. Est-ce qu'on a envie de le saisir ou pas? C'est une autre question. Il y a un intérêt financier à faire des études, c'est ce qu'on appelle le rendement de l'éducation. Si on interroge les enfants, on leur dit à votre avis, combien il gagne en plus celui qui a fait des études secondaires? Ils vous disent 300 pesos. Donc vous voyez que les enfants sous-estiment énormément ce bénéfice. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il tire au hasard à nouveau la moitié des élèves, la moitié des écoles. Et dans cette moitié d'école, il donne aux élèves l'information, un peu comme tout à l'heure quand on montrait le curseur, voilà où vous êtes. Là, on leur dit, non, mais je vais vous expliquer. En fait, c'est 1300 pesos la différence. D'accord ? Et puis il revient l'année suivante et il les interroge. Et alors, ce qu'il voit, c'est pas massif, hein, mais on sent qu'il s'est passé quelque chose, c'est-à-dire que les enfants ont ajusté leur perception de plus 370 pesos, c'est-à-dire ils doivent répondre 670 au lieu de 300 comme les autres. Alors ils ne sont pas allés jusqu'au bout, ils n'ont pas complètement mémorisé l'ensemble, leur a priori a continué à les retenir un petit peu en arrière, mais ils ont quand même absorbé cette information. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que 4 ans plus tard, on se dit, bon ben alors, est-ce que du coup, ces jeunes qui ont quand même compris que plus qu'ils ne le croyaient, c'est intéressant financièrement de poursuivre ces études plus longtemps, est-ce qu'ils ont poursuivi leurs études plus longtemps? La réponse est oui. Dans les proportions qui ne sont pas si négligeables que ça, 0,20 années d'études, ça veut dire qu'un enfant sur 5 a fait une année d'études supplémentaire. Donc c'est pas, ça peut vous sembler pas énorme à l'échelle des niveaux d'études des gens à la République dominicaine, c'est pas du tout négligeable. Donc il y a un effet ici à nouveau sur cette dimension. Alors c'est des résultats qui ont été reproduits, mais partiellement en Amérique du Nord. Pour la transition du lycée vers le supérieur, j'ai cité les papiers qui font ça. Alors, partiellement, parce qu'en fait, ce que ces papiers font, c'est qu'ils ne vont pas jusqu'à cette étape qui est la plus importante, de voir si en effet les gens ont changé leur vrai comportement. Ils s'arrêtent surtout à mesurer les perceptions que les gens, est-ce qu'on a fait changer les perceptions des gens. Donc, les résultats ne sont pas aussi intéressants, si vous voulez, d'une certaine manière, que dans le papier de Jensen. Mais le message ici, c'est de dire que les gens peuvent sous-estimer l'intérêt qu'il y a à poursuivre des études. Et à nouveau, ça, c'est quelque chose qui peut se corriger. Alors évidemment, poursuivre des études, c'est très unidimensionnel. Et on sait que la carte des études supérieures, Esther l'a dit tout à l'heure, on parle beaucoup de Parcoursup en ce moment, parce que de très nombreux jeunes sont dans les affres de Parcoursup. Et dans Parcoursup, il y a des milliers de formations. C'est épouvantable, Parcoursup, à explorer. Et donc on se dit qu'il doit y avoir un problème d'information pour beaucoup de gens, en termes de comprendre ce qu'il y a, savoir ce qu'il y a, savoir ce qui est bien pour moi. Et puis, il y a autre chose, c'est que les rendements salariaux sont très hétérogènes selon les filières d'enseignement. Donc ça, j'utilise un papier de collègues suédois qui ont fait un travail très précis, parce qu'en fait, estimer les rendements salariaux de filières d'enseignement, c'est assez compliqué. Ils ont fait un travail très élégant, et vous voyez ici, il y a des différences très fortes de rendements salariaux. Ce qui paye très bien, c'est la médecine, le droit, le business. Ce qui ne paye pas terrible, c'est les sciences sociales ou être enseignant, ou faire des études de sciences, mais qui ne soient pas les études de sciences ou d'ingénieur, c'est un peu au milieu. Donc il y a de très grandes hétérogénéités dans les rendements. Tout à l'heure, on a parlé des rendements en général de faire des études avec le papier de Jensen, mais c'est plus compliqué que ça. Qu'est-ce qu'il faut faire si on veut avoir facilement un emploi, si on veut bien gagner sa vie? Peut-être que ce n'est pas très important pour vous de bien gagner votre vie, mais si ça l'est, ça fait partie de l'équation. Et donc, c'est un environnement très complexe. Quelles sont les formations? À quoi elles mènent? Et qu'est-ce que ça représente? Et tout cet ensemble d'informations-là, il y a des raisons de penser que les gens le maîtrisent de façon très partielle, très inexacte, et aussi avec une dimension sociale, avec un gradient social. Je reviens à l'étude de Guyon et Huillery. Elle montre que les élèves d'origine défavorisée ont une connaissance moins complète des formations, de la diversité des formations, à la fois au lycée et dans le supérieur, que les élèves d'origine favorisée. Et il y a aussi une littérature qui est partiellement sociologique, qui décrit l'influence, on revient un peu aux idées initiales de Bourdieu, l'influence de ce qui est observé dans l'environnement immédiat sur ses connaissances. Ce que je connais, ce que je sais qui existe, ce que je sais à quoi ça mène, c'est
ce que les gens autour de moi ont fait. Mais des filières, des potentiels dont personne autour de moi ne peut me donner l'exemple, eh bien, d'une certaine manière, ça n'existe pas pour moi. Et ça, c'est susceptible de créer de forts gradients sociaux. Alors, ça, c'est une question très compliquée. Et en fait, il n'y a pas tellement de littérature qui regarde ça en se demandant qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et on est avec des collègues de l'École d'économie de Paris, on est en train de faire une expérimentation à partir d'une plateforme qui est déployée par l'ONICEP dans le cadre de ce qu'on appelle la plateforme Avenir. C'est un dispositif qui s'appelle Mon Projet Sup, donc c'est un service en ligne, si vous voulez, auquel ont accès des élèves de terminale. On fait cette expérimentation dans environ 50 lycées en ce moment. On vient de tirer au sort les classes qui vont faire différentes versions de cette plateforme. Et ce que fait cette plateforme, c'est qu'elle recueille de l'information auprès des jeunes, elle commence par recueillir de l'information auprès des jeunes sur les métiers, sur ce qui les intéresse, ce qu'ils ont envie de faire en termes de métier, en termes de formation. Donc ils donnent toutes sortes d'informations. Ça m'intéresse, ça m'intéresse pas. Moi, j'envisage plutôt de faire comme si je veux aller loin, je suis prêt à aller étudier loin, pas loin, etc. Et à partir de ça, il y a un algorithme qui attire leur attention sur les métiers et les formations qui sont probablement pertinents pour eux, étant donné ce qu'ils nous ont décrit comme préférence. C'est-à-dire, il est impossible de les balancer dans l'océan infini de toute l'information qui existe. Donc ça ne sert à rien de leur dire allez sur le site et puis il y a 5000 trucs à regarder, ça ne sert à rien. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on réduit considérablement l'ensemble d'informations qu'on leur présente et on essaye de le réduire de la façon la plus cohérente possible avec ce qu'ils nous ont dit, de manière à ce qu'on leur présente l'information qui, si on ne se trompe pas trop, est la plus susceptible d'être pertinente pour eux. Mais avec un peu de chance, on va leur montrer des formations auxquelles ils n'auraient jamais pensé, dont ils ne connaissaient pas l'existence. Donc ce que vous avez dans les extraits de la plateforme que vous avez ici, là on ne voit pas très bien, hein, ici l'élève il commence à taper des mots-clés de choses qui les intéressent, de domaines qui l'intéressent, alors ensuite on lui fait des propositions, donc il sélectionne ça, et après l'algorithme lui dit tiens toi, vu tout ce que tu nous as raconté, regarde cette fiche de l'ONICEP sur géophysicien et géophysicienne. Et puis ensuite, il va y avoir une étape où on va lui dire si on veut être géophysicien ou géophysicienne, ou si c'est des sujets qui vous intéressent, voilà les formations qui existent. Et puis ensuite, c'est interconnecté avec Parcoursup, il peut atterrir directement sur Parcoursup et voir comment, où sont ces formations et éventuellement les mettre dans sa liste de choix. Et donc, l'idée de cette expérimentation, c'est de voir si on arrive à faire accéder les élèves à la complexité de l'information qui, probablement sans ça, est extrêmement inaccessible et, encore une fois, est distribuée de façon très inégale selon les milieux sociaux. Donc, je reviendrai peut-être un jour vous dire si ça a marché ou pas. Quatrième domaine, les goûts. Ici, vous avez, je vous ai présenté les enseignements de spécialité en fonction de est-ce que les filles et les garçons pensaient pouvoir réussir ou pas. Évidemment, les enseignements de spécialité qui choisissent reflètent très fortement est-ce qu'ils pensent y choisir ou pas, et sans doute, probablement, ça reflète leur goût à un instant donné. Vous voyez que les filles prennent presque pas mathématiques informatiques, ou mathématiques sciences de l'ingénieur, ou mathématiques physiques, elles prennent énormément humanité SES, humanité littérature, etc. Pas de grande surprise ici. Alors, une des interventions dont on parle beaucoup pour essayer de modifier ce qui est peut-être le goût des gens, mais qui est un goût qui n'a pas de valeur absolue et sur lequel probablement on peut agir et faire réfléchir les gens et éventuellement les faire évoluer, c'est ce qu'on appelle les rôles modèles. Et sur les rôles modèles, il y a une expérience intéressante qui a été menée par une équipe de l'École d'économie de Paris, Thomas Breda et des co-auteurs, qui vient d'être publiée. Ils testent une intervention qui est menée en seconde et en terminale. Qu'est-ce qu'ils font? C'est vraiment un truc, en fait, très léger. Pendant 1 heure, il y a une femme scientifique qui intervient dans la classe, qui parle de son métier, qui parle des carrières scientifiques, qui explique et qui illustre par sa propre personne que les carrières scientifiques sont accessibles aux femmes et qu'elles peuvent y réussir aussi bien que les hommes. Il projette aussi une vidéo sur les carrières scientifiques et sur la notion de stéréotype de genre. Donc ils ont tiré au sort 300 classes de seconde et de terminale, sur 600 qui sont dans l'expérience, qui reçoivent la visite de ces femmes.
Première chose qu'on voit, à l'issue de la visite, on compare, on fait passer des questionnaires à tous les jeunes, on compare leurs réponses selon qu'ils faisaient partie des 300 qui ont rencontré les femmes, qui ont été exposées au rôle modèle, ou des 300 qui sont dans le groupe de contrôle. On voit que leurs jugements sur un certain nombre de stéréotypes sont altérés. Des jugements sur est-ce que vous pensez que les femmes ont les mêmes aptitudes que les hommes en maths, les femmes n'aiment pas les sciences, etc. Il y a toute une liste de jugements de cette nature. L'intervention redresse les jugements. C'est-à-dire les filles, comme les garçons d'ailleurs, disent moins souvent les femmes n'ont pas les mêmes aptitudes en maths ou les femmes ne sont pas faites pour les sciences, etc. On corrige ça. Ce qui est vraiment intéressant, c'est pas juste de le corriger, on est content, c'est que ça ait des conséquences. Alors ça n'a pas tellement de conséquences, ça n'en a même pas du tout, sur le choix des filles d'aller en première S. Donc à l'époque, il y avait encore la première S, donc la première à forte dose scientifique avec des maths, de la physique, etc. Il n'y a pas d'effet ici. Pour les jeunes filles qui sont en terminale, on a un effet qui est net, hein, c'est-à-dire que les jeunes filles qui ont été exposées au rôle modèle vont s'inscrire davantage dans les formations universitaires de mathématiques, de physique, d'informatique, c'est-à-dire les formations les plus masculines, dans lesquelles les filles ont le moins tendance à aller. On va voir un effet sur les filles qui vont dans ces domaines. Alors évidemment, dans le groupe de contrôle, c'est 17%, ça passe à 20% dans le groupe traité. On n'a pas rejoint, comme dans certains cas que je vous ai présentés précédemment, on n'a pas fait disparaître l'écart qui existe entre les différentes catégories de jeunes, puisque le taux d'inscription des garçons, par définition, puisque ce sont les filières les plus masculines, il est très élevé. Donc évidemment, on s'est mis dans le cas le plus difficile à corriger, hein, mais évidemment, on n'a pas rattrapé le 38%. Mais on voit quand même, c'est intéressant, parce qu'après tout, c'est une intervention extrêmement légère, extrêmement peu coûteuse. 1 heure dans l'année avec une femme scientifique. Ça suffit quand même à altérer. Même si c'est faiblement, ça suffit à altérer les choix. Donc on sent bien ici que ces stéréotypes qui sont très profondément ancrés dans le jugement des garçons comme des filles et qui ont des conséquences sur leur orientation, ces stéréotypes, il n'y a pas de fatalité, on a des indices sur les manières dont on pourrait les faire évoluer, et donc peut-être qu'en le faisant plus tôt, plus souvent, plus systématiquement, et même en dehors de la classe, par toutes sortes de moyens qu'on peut imaginer, on arriverait à faire changer ces postures fortement. Et puis le dernier sujet sur lequel je vais terminer, c'est le coût des études. Une partie du renoncement aux études, des catégories les plus défavorisées, à niveau scolaire égal, vous pourriez aller là faire des études longues, mais vous n'allez pas les faire parce que vous n'avez pas les moyens de les faire. Donc ça, c'est un fait qui est assez bien documenté. Mais à nouveau, il y a un problème de connaissance. C'est-à-dire, il y a quand même des politiques publiques qui sont là pour corriger le fait que des familles qui ont moins d'argent pourraient être tentées de renoncer à des études. Ce n'est pas souhaitable. Donc il y a des politiques publiques qui sont là pour corriger ça. Mais ces politiques publiques, elles ne sont pas toujours bien visibles par les personnes, et notamment par les personnes qui devraient en bénéficier. Il y a un article, là aussi un tout petit peu ancien, de Hauksby et Turner, qui regarde ça. Aux États-Unis, donc on retourne aux États-Unis, ils voient que les lycéens de familles modestes, toujours ils regardent les élèves de très bon niveau, comme dans le papier de tout à l'heure, ils ne demandent pas les aides financières, ce qui fait qu'ils ne candidatent pas aux meilleures universités, qui sont assez chères, mais pour lesquelles, en fait, ils pourraient aller sans aucun problème, parce que les aides financières existent. Il n'y a pas de raison pour eux qui ne demandent pas ces universités-là. Ce sont de très bons élèves, elles sont chères, mais on peut les aider. Ils ne le font pas. Ils ne le font pas sans doute parce qu'ils ne perçoivent pas le fait que les aides existent, ou ils n'ont pas envie de les demander, ou ils trouvent ça pénible de les demander. On peut imaginer plein de mécanismes. Et ici, dans ce papier, ils ont à nouveau une expérience randomisée dans laquelle ils donnent à ces élèves des informations sur l'existence des aides et sur comment on fait pour les obtenir. Parce que les gens peuvent savoir que ça existe, mais se dire c'est super compliqué, je ne sais pas par quel bout le prendre, je ne sais même pas sur quel site ou avec quel formulaire je vais les demander. On leur explique comment faire. On ne le fait pas pour eux, mais on leur explique comment faire. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit des effets de ce dispositif. Pour les bénéficiaires de l'intervention, la probabilité de candidater à une université dont le niveau est au moins égal au leur, c'est la même norme que celle qu'on a utilisée dans les graphiques que vous vous rappelez, bleu clair et bleu foncé plus haut, augmente. Elle augmente beaucoup.
Elle augmente de 56%. Et ça, c'est demandé de l'université, et leur inscription effective dans l'université augmente de presque autant, 46%. Ça veut dire qu'ils vont être pris dans ces universités. Il n'y a pas de problème, ils ont le niveau. Et ils auraient dû le faire, et ils peuvent le faire, mais ils ne le font pas. Et leur donner l'information, les aider à comprendre comment faire, eh bien, vous voyez, ça change énormément de choses. Donc, à nouveau, le coût des études, c'est objectivement un obstacle. Il existe des politiques publiques pour corriger cet obstacle, remédier à cet obstacle, mais elles ne sont pas forcément complètement utilisées par les catégories les plus défavorisées. C'était ma cinquième étape, et là aussi, on voit qu'il y a un gradient social qui existe, qui est préoccupant, qu'on peut aussi chercher à corriger. Il n'y a pas de fatalité absolue dans tout ça. Donc, si je résume ce que j'ai dit, mais évidemment, le niveau scolaire, on le sait tous, c'est un déterminant très fort de l'orientation. Mais il reste des espaces de décision, et c'est ça le défi de l'orientation, c'est les espaces de décision qui restent conditionnellement au niveau scolaire, et ces espaces de décision y contribuent aux différences sociales ou aux différences de genre. Et vous avez vu dans mon déroulé de 1, 2, 3, 4, 5 qu'on les observe à toutes les étapes que, analytiquement, on peut identifier comme étant les composantes par lesquelles on doit passer pour prendre une décision d'orientation. À chacune de ces étapes, on va voir ces imperfections, et ces imperfections qui ont une direction, soit en fonction du genre, soit en fonction de l'origine sociale, la probabilité de réussite, les débouchés, etc. Alors, il y a plein de mécanismes. Je n'ai pas cherché ici à faire de la théorie sur les mécanismes. C'est un manque d'information, c'est un manque de confiance en soi, ce sont les stéréotypes. Il y aurait beaucoup de choses à dire pour être plus analytique ou plus théorique sur les mécanismes. Mais déjà, regarder les choses à plat et regarder l'effet des interventions, c'est faire une très grande partie du chemin. Les politiques peuvent être efficaces. Il y a des choses à faire qui peuvent infléchir. Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas juste un constat de l'injustice de la société, c'est aussi à travers l'expérimentation l'idée qu'on identifie des choses qui peuvent faire. Et on retrouve une forme d'optimisme dans le fait que toutes ces choses-là sont des choses que l'on peut faire bouger, ce ne sont pas des choses qui sont ancrées définitivement. Et puis dernière chose, pour être tout à fait clair, j'ai fait un choix dans cette présentation, parce qu'on ne peut pas parler de tout, qui est celui d'envisager l'orientation comme un processus de décision des élèves et des familles. Évidemment, on aurait pu, on devrait, on pourrait parler de l'autre côté du marché, c'est-à-dire les règles d'admission des élèves. Donc le côté des universités, de l'institution, etc. Les règles d'admission des élèves, la discrimination positive. Donc tout ne repose pas sur le choix des familles. L'institution a elle-même un travail à faire, par exemple, en faisant de la discrimination positive. Donc il y a tout un versant de cette question de l'orientation, je tiens à le dire pour terminer, dont je n'ai pas parlé. Pas parce qu'elle n'est pas importante, qu'elle n'existe pas et qu'il n'y a pas de sujet, mais simplement parce que pour parler exactement 1 heure et 2 minutes, il fallait que je fasse des choix. Merci beaucoup pour votre attention.